On entend de plus en plus parler aux nouvelles de l'augmentation fulgurante des couples qui décident de se divorcer ou de se séparer. Alors que c'est bien que ça signifie que nous possédons une plus grande liberté de choisir avec qui on veut être et pour la durée qu'on veut, cet enjeu peut aussi nous amener à perdre foi en l'existence d'un amour éternel et en l'existence d'âmes sœurs. Dans le roman Un lien familial de Nadine Bismuth, on aborde les sujets des relations amoureuses modernes, où l'infidélité, la séparation et la conséquence que ces deux derniers peuvent avoir sur nos enfants sont au centre du roman. Nadine Bismuth est une autrice québécoise née en 1975 à Montréal. Dans la majorité de ses œuvres, elle aime bien adresser le thème de l'infidélité, car c'est un thème, selon elle, qui transcende les époques et sera toujours d'actualité. Elle l'aborde dans son premier roman, intitulé Les gens fidèles ne font pas les nouvelles, en 1999. Or, depuis qu'elle est devenue mère, son regard sur ce thème a pris une toute autre tournure qu'elle décide d'aborder avec son nouveau roman, Un lien familial, qui est sorti en 2018. Dans ce roman, elle parle des sacrifices qui viennent avec l'infidélité présente dans un couple afin de ne pas vouloir chambouler la vie de leurs enfants. Ce roman connaîtra un grand succès auprès de ses lecteurs et inspirera même une adaptation télévisuelle qui verra le jour en octobre 2022. Le roman raconte l'histoire de Magali, une designer de cuisine qui a appris que son amoureux la trompait, et l'histoire de Guillaume qui lui est un policier et père célibataire. Magali est en couple avec Mathieu, un avocat avec qui elle a eu un enfant, Charlotte, qui a 5 ans maintenant, et après avoir seulement été un an en couple. Elle a découvert par un malheureux hasard que son amoureux commettait l'adultère avec une associée de sa firme et elle ne voulait pas le confronter. Après avoir lu beaucoup trop d'articles de journaux et après avoir entendu beaucoup trop d'histoires au sujet des épreuves que vivaient les enfants issus de parents séparés, Magali n'a décidé de ne pas vouloir mettre fin à son couple pour ne pas nuire au bonheur de sa fille. Donc, étant dans le déni face à la situation de son amant, elle trompe à son tour celui-ci avec un collègue de bureau pour remédier à son propre malheur. Sinon, Guillaume, quant à lui, s'est séparé de son ex Karine il y a 7 ans. Il est forcé de vivre en banlieue montréalaise pour permettre à sa fille Juliane de pratiquer avec son club de natation, même si lui, personnellement, préférerait habiter plus proche de son travail en ville. C'est un homme ayant peu de confiance en lui et qui blâme son célibat sur sa situation géographique. Habitant à Sainte-Julie, il ne peut pas rencontrer des femmes célibataires en ville car selon lui, aucune ne serait prête à revenir dans la demeure d'un inconnu qui habite en pleine campagne. Et il n'ose pas approcher les femmes célibataires de Sainte-Julie car il a peur que cette rencontre pourrait être avec l'ex-compagne d'un habitant de Sainte-Julie et que celui-ci pourrait le percevoir comme un acte de trahison de la part du policier. Ainsi, il se sent forcé de vivre une vie monoparentale et malheureuse. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, on accompagne ces deux personnages qui vont être mis en relation en fait par l'entremise de leurs parents. Monique, qui est la mère de Magali, et André, le père de Guillaume, vont se rencontrer par l'entremise d'une application de rencontre pour personnes retraitées en fait, et c'est ainsi qu'ils vont se voir pour la première fois et développer une certaine relation. Ainsi, on voit leur histoire évoluer alors qu'ils apprennent à se connaître et que Guillaume développe des sentiments pour Magali, au point où il va même lui demander de refaire sa cuisine au complet juste pour pouvoir passer plus de temps avec elle et pour tenter de l'impressionner un peu avec ses goûts artistiques. C'est une méthode de séduction assez coûteuse parce que ça va lui revenir à... Parce que cette méthode va lui coûter au final 30 000 pour juste tenter d'impressionner cette fille. Plusieurs événements vont donc les amener à se rapprocher et un peu trop se découvrir si on tient compte du fait qu'ils sont techniquement demi-frères et demi-sœurs. Mais bon, au-delà de leur relation spéciale, ce livre met aussi en lumière les troubles qui viennent avec le métier de parent. En effet, on observe la misère de Guillaume et de Magali à toujours devoir ajuster leurs horaires pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants et ne pas laisser leur pauvre situation amoureuse
venir à bout de leur lien relationnel qu'ils ont avec leur progéniture. Par exemple, alors que son couple est en train d'imploser, Magali va ignorer les activités extra-conjugales de son amant pour tenter de garder leur famille intacte le plus possible et ne pas faire vivre à Charlotte une vie de garde partagée, ce qu'elle redoute plus que tout. Quant à Guillaume, lui, il sacrifie son propre bonheur pour pouvoir rester près de son ex et permettre à sa fille Juliane de continuer sa vie en banlieue, même s'il préférait aller en ville pour pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un et être plus proche de son travail. Ce roman dénonce aussi la pression sociale qui est exercée sur les parents de nos jours. Dans le roman, cette crise sociale est très bien interprétée par Magali, alors qu'elle apprend qu'Annabelle Junot, qui est une mère portée disparue depuis des semaines, avait été en fait retrouvée pendue parce qu'elle ne supportait plus la pression qui venait avec le métier d'être mère et tous les efforts qu'elle devait mettre au quotidien pour ne pas être en fait un mauvais parent aux yeux de la société. À la page 297, on illustre bien comment sa mort a un impact sur les femmes du Québec, alors qu'il y a un élan de publication sur Twitter sur le hashtag Je suis Annabelle, où les femmes partagent leurs expériences qui les ont fait en fait sentir écrasées par les idéaux qu'elles n'étaient pas capables de tenir de la société. Donc, c'est ainsi qu'à la page 287, on dit « À lire ces témoignages, il apparaissait que c'était encore les femmes plus que les hommes qui veillaient au bien-être des enfants et qui, parce qu'elles avaient désormais également une carrière ou à tout le moins un emploi, avaient l'impression de vivre dans un constant climat de pression, d'obligation, de responsabilité et de catastrophes imminentes à éviter. » Des voix de grand-mères dont le seul travail quand leurs enfants étaient petits avait été d'être femmes au foyer résonnaient dans les tribunes téléphoniques. Ces femmes ne comprenaient pas comment les mères d'aujourd'hui faisaient pour arriver à concilier toutes leurs tâches quotidiennes. Elles aussi auraient craqué s'il avait fallu qu'elles soient partout à la fois. En quelques jours, la mort d'Annabelle Junot était devenue le symptôme d'un déséquilibre social plus profond. Devions-nous retourner 100 ans en arrière ou encore cesser de procréer? Personne ne connaissait la réponse. Les pistes de solutions se multipliaient et s'en mêlaient. La conversation s'étirait. En raison de la tempête que je traversais, j'avais du mal à me situer dans ce débat. La seule chose que je constatais, c'était que la vie semblait difficile et insatisfaisante pour bien des gens. Donc, dans cet extrait, on compare le mode de vie des femmes d'antan à celui des femmes de nos jours. Le rôle de la femme qui avant était de s'occuper exclusivement des femmes et de la maison, des enfants et de la maison, mais de nos jours, avec la montée du féminisme et la popularisation des femmes sur le marché du travail, il est devenu presque impossible pour celles-ci de continuer à agir en tant que femmes au foyer, tout en amassant de l'argent pour faire subsister leur famille. Ainsi, dans le roman, on critique un peu la pression sociale qui est mise sur leurs épaules, parce que le rôle familial a beaucoup évolué au fil des années, mais la vision que la société a de celle-ci et la responsabilité qu'elle leur attribue est encore énorme. Donc, Annabelle Junot, avec son acte, a un peu éveillé les gens face aux problèmes qui viennent avec l'éducation de leurs enfants et la quasi-impossibilité de nos jours d'accomplir en fait cette tâche qui est d'éduquer les enfants en suivant les modèles trop idéaux mis sur les réseaux sociaux. Nadine dénonce donc un peu la compétition sur Internet où on tente d'illustrer sa famille comme la famille parfaite, ce qui crée en fait une compétition vraiment malsaine où on a comme but un peu de démoraliser et de faire perdre confiance en les autres parents pour pouvoir se rehausser. Ainsi, on perd donc de vue le réel objectif premier qui est d'élever ses enfants dans le bonheur et la compassion. Enfin, Nadine Bismuth n'hésite pas à discuter de certains enjeux de notre société qui passent souvent sous le silence. Dans le roman Un lien familial, elle dénonce entre autres l'infidélité et sa manière de détruire un couple, ainsi
que la pression qui est exercée sur les mères dans les familles par les réseaux sociaux. Et qui, en fait, sur Internet, les femmes vont souvent montrer leur côté beaucoup trop parfait de leur vie, même si ce n'est pas du tout représentatif de la réalité pour tenter d'impressionner. Donc, malgré la tristesse de cette histoire, l'autrice est capable de bien représenter à travers des personnages stéréotypiques, des scénarios très exagérés, ainsi que des situations comiques, un roman a un aspect satirique qui ne laisse pas le lecteur en complète dépression, mais tout de même capable de le faire réfléchir sur la situation de notre société.